Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce webinaire DOTH qui vous est proposé par la GFIP et le réseau des référents handicap de la GFIP. Donc, il y avait au démarrage un visuel qui vous permettait de comprendre le fonctionnement du webinaire. Donc, je vais quand même l'exprimer à l'oral pour une accessibilité optimale. Donc, l'idée, c'est... donc, il y a une partie conversée sur laquelle certains d'entre vous peuvent donc échanger, donc dire bonjour ou poser des questions techniques. Et il y a une partie Q et R, donc c'est questions et réponses, sur laquelle il faudra poser vos questions et vos réponses. Et là, donc, il y aura des réponses faites. Alors, il y a notre collègue Claudia. Claudia, je t'invite à allumer ta caméra juste pour le démarrage. Donc Claudia, on va se présenter juste dans un instant. Donc Claudia répondra aux questions écrites et on se réservera quelques questions auxquelles on répondra à l'issue de l'intervention. Voilà, à l'issue de l'intervention. Donc je pense qu'on est, c'est stabilisé le nombre de spectateurs qui s'inscrivent. Donc on va débuter. Alors, je suis Alexandre Salvatori, je suis chargé de mission au siège de la GFIP. J'accompagne les entreprises grands comptes plutôt. Et donc, je suis aussi le référent national du réseau des référents handicap, dont je vous parlerai juste après. Catherine Pommier, responsable du département gestion des déclarations des entreprises. Donc, c'est notre département qui reçoit vos télédéclarations et vos déclarations papier et qui en assureront le traitement et la gestion et le contrôle. Bonjour, je suis Claudia Gonsalves. Alors, moi, je suis chargée d'études DOTH au département de la gestion des déclarations des entreprises. Alors, le webinaire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que maintenant c'est plutôt connu, c'est un exercice où vous ne pouvez pas parler, en tout cas oralement, mais vous pouvez écrire donc, dans la partie converser, comme je viens de le dire, et poser vos questions sur la partie Q et R. Vous pouvez poser des questions même pendant la présentation, il n'y a aucun souci. Le support qui va vous être présenté vous sera envoyé ultérieurement par voie d'email. Voilà. Donc on va faire un partage d'écran, vous allez voir le support, vous allez peut-être en haut à droite, il y aura une petite fenêtre où vous pourrez voir notre vidéo. Claudia va couper sa vidéo et elle va se concentrer sur les réponses à l'écrit. Donc on démarre. Hop. Et où c'est celui-ci? Tac. Alors. Donc, c'est une séance sur la DOTH 2019. Donc, on ne va pas parler de la réforme de l'OTH issue de la loi du 5 septembre 2018. On se concentre, on vous fait une piqûre de rappel sur comment on réalise la déclaration OTH avec les règles qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2019. Très rapidement, donc c'est une initiative de la GFIP, mais aussi dans le cadre du réseau des référents handicap, réseau qui a vocation de vous proposer des espaces. Alors on est partout sur tout territoire métropole et ultramarin. Donc c'est un espace qui a vocation à vous puissiez vous rencontrer, faire réseau et partager vos expériences et pourquoi pas construire des projets, des outils avec l'appui de la GFIP et donc de nos collègues qui sont en région. Le webinaire, c'est notre première intervention de l'année dans le cadre du RRH. Et pour nous contacter, pour pouvoir être inscrit, ou si vous voulez être mis en contact avec mes collègues qui sont en délégation dans les régions, n'hésitez pas donc à nous écrire à entreprise@agfip.asso.fr. À savoir que ce webinaire DOTH 2019, c'est le dernier dans ce format-là, parce qu'après, il n'y aura plus de déclaration d'obligation d'emploi type 2019. Donc, a priori, il n'y aura plus de webinaire. Donc, cet exercice ne se fera plus. Pour le réseau des référents handicap, nous en profitons pour vous informer qu'il y a une université du réseau des référents handicap qui aura lieu le 17 et le 18 mars à Lyon. C'est un espace
qui est national, qui regroupera, qui vous est offert, puisque vous n'avez pas de coût pour y participer. Et l'idée, c'est un espace où vous allez pouvoir avoir accès à plein de choses, des conférences inspirantes, des modules de professionnalisation sur le sujet donc, du handicap en entreprise, des ateliers pratiques qui ont été co-construits avec des entreprises qui font partie du réseau des référents handicap. Il y aura beaucoup d'intervenants, il y aura un dîner-spectacle, des interventions politiques, très peu, hein, puisqu'on essaie que ça soit vraiment plus des échanges entre nous, mais il y a un peu d'intervention politique. On vous invite à venir, hein, c'est un événement qui est créé et pensé pour vous et avec vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc vous pourrez sur le PDF, il y aura aussi la partie inscription, vous pourrez vous inscrire. Donc, voici le sommaire. Je laisse la parole à Catherine qui va donc dérouler toute l'intervention. Et après, donc, encore une fois, on aura un échange de questions-réponses. Merci à toi, Alexandra. Juste faire rouler. Ah oui, voilà. Je suis allée trop loin. Non, c'est bon. Donc, nous allons nous concentrer effectivement sur la déclaration 2019, qui est la dernière déclaration avec les modalités de la loi de 2005. En parallèle, hein, durant cette année 2020, bien, vous allez bientôt commencer à déclarer en DSN pour votre déclaration 2020 que vous finaliserez en 2021. Nous ne parlerons pas durant cette séquence des modalités de la réforme, mais vous avez un certain nombre d'informations à votre disposition et nous les rappellerons en fin de présentation. Donc là, vous avez jusqu'au 1er mars 2020 pour effectuer votre télédéclaration sur le portail télé-doth.travail.gouv.fr. Vous pouvez jusqu'au 1er mars, à la faveur d'éléments que vous collectez, effectuer une télédéclaration rectificative. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de vous positionner d'ores et déjà sur votre télédéclaration et de la compléter au fur et à mesure que vous avez des éléments qui arrivent. Et ça jusqu'au 1er mars. Bien évidemment, il vous faut à chaque fois que vous vous rendez sur le site de télédéclaration, aller jusqu'au bout de la télédéclaration en validant celle-ci pour pouvoir permettre l'enregistrement des informations que vous avez portées à notre connaissance. Au-delà du 1er mars, vous aurez la possibilité de modifier votre déclaration 2019 si des éléments nouveaux apparaissent, mais vous devrez le faire par voie papier. À l'issue de la télédéclaration, si vous avez une contribution à payer, 3 modes de règlement possibles, le chèque, le virement, le télépaiement. Le télépaiement donne lieu ensuite à un prélèvement bancaire. Ce prélèvement bancaire va intervenir entre le 15 mars et le 30 juin au plus tard. Il est aussi possible pour ceux qui sont équipés d'un outil de gestion des politiques d'emploi en situation de handicap de pratiquer un échange de données informatisé en déposant votre fichier DOTH sur le portail qu'on appelle FIU, fichier d'import unique, dont l'adresse apparaît sur la diapo. Il y a une boîte mail contact aussi si vous souhaitez du coup poser des questions ou avoir des éclaircissements. Et donc c'est un autre mode dématérialisé, mais il faut bien sûr avoir un logiciel qui permet de générer un fichier qui va être ensuite confié à la GFIP, soit à travers le portail, soit par le biais de votre éditeur de logiciel. À défaut, si vous n'êtes pas sur la télédéclaration ou sur le FIU, vous pouvez faire une déclaration papier. Les formulaires sont téléchargeables sur notre site AGFIP. On vous a indiqué, on vous rappellera les pages précisément pour retrouver ces formulaires CERFA. Veillez surtout, si vous utilisez le CERFA papier, à un remplissage complet. Toute déclaration qui comporte des zones d'incomplétude va être rejetée parce que ne peut pas être traitée. Ceci dit, donc, nous vous encourageons vraiment à aller sur le site de télédéclaration. Je vous rappelle que les calculs se font automatiquement. Vous retrouvez la liste des salariés bénéficiaires de l'année précédente, ce qui vous permet de gagner du temps puisque vous ajoutez ou vous supprimez les salariés bénéficiaires qui auraient pu quitter l'entreprise ou ceux qui sont arrivés, mais vous retrouvez les autres et c'est un gain de temps pour vous. À partir du mois d'avril 2020, les attestations de conformité à l'obligation d'emploi 2019 seront disponibles sur votre espace archive de votre compte TéléDOTH. Espace archive, vous retrouvez aussi les déclarations des années précédentes sous format PDF.
En parallèle de cette possibilité d'accéder à votre attestation, celle-ci vous est envoyée par mail à l'adresse contact que vous avez renseignée lors de la télédéclaration en étape 1. Et donc, veillez bien à renseigner précisément les coordonnées de la personne contact de manière à ce que l'attestation de conformité puisse vous parvenir sur la bonne boîte mail. Donc nous allons rentrer, ces particularités étant signalées, nous allons rentrer donc du coup faire un petit focus, un petit rappel sur l'effectif d'assujettissement. Donc l'effectif d'assujettissement, c'est votre base de départ sur laquelle vous allez appliquer les 6% et où vous allez du coup pouvoir visualiser le nombre de bénéficiaires à employer. Donc cet effectif d'assujettissement, c'est une photographie au 31 décembre, une photographie qui comprend tous vos CDI, donc présents au 31 décembre. Si un salarié a quitté votre entreprise avant le 31 décembre, la personne ne sera pas sur la photo, donc ne sera pas inclus dans l'effectif d'assujettissement. À l'inverse, un salarié qui arriverait le 31 décembre sera bien sur la photo et donc sera bien inclus dans l'effectif d'assujettissement. À ces CDI, vous ajoutez les CDD et les contrats intérimaires, avec un prorata, bien sûr, des périodes travaillées. Les CDD, les contrats intérimaires, vous les ajoutez uniquement si ce sont des salariés qui sont venus en renfort. S'ils remplacent des salariés absents, vous ne les compterez pas puisque les salariés qui sont en contrat suspendu sont déjà inclus dans votre effectif d'assujettissement. Vous ajoutez aussi les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure dès lors que ils ont couvert une période d'1 an et qu'ils étaient présents au 31 décembre, ainsi que les saisonniers, et là aussi, bien sûr, pour la période travaillée. Donc, quelques petits rappels sur les points de vigilance, mais je l'ai bien souligné. Tous les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont comptabilisés dans l'effectif d'assujettissement, leurs remplaçants sont exclus. Seuls les CDD ou les intérimaires qui viennent pour une mission de renfort vont être ajoutés. Les stagiaires, les alternants, les contrats aidés sont eux aussi exclus du calcul de l'effectif d'assujettissement. Les personnels en temps partiel thérapeutique sont bien inclus dans l'effectif d'assujettissement. Les bénéficiaires mis à disposition dans le cadre de contrats avec les entreprises du secteur protégé ou adapté, eux, ne sont pas comptabilisés, ni dans l'effectif d'assujettissement, ni dans l'effectif des bénéficiaires que nous allons parcourir juste après. Ils sont bien à décompter dans la partie contrat de sous-traitance, qui est la deuxième modalité de remplissage de l'obligation d'emploi, limitée à 50% de l'obligation d'emploi. Et puis les salariés détachés à l'étranger, eh bien eux, ils sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, de leur employeur d'origine. Nous avons mis quelques petits exemples qui illustrent ce que je viens de vous dire. Concernant l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc qui sont en possession d'un titre de reconnaissance administrative dont la validité couvre la période de la déclaration. Ces salariés bénéficiaires, ils vont être valorisés sur la base de 3 facteurs: leur temps de travail, leur période de présence et la validité de la reconnaissance. Pour leur temps de travail, dès lors que les salariés sont à temps partiel supérieur ou égal à 50%, ils vont avoir une valeur affectée de 1 sur cette partie temps de travail. Si le temps partiel est inférieur à 50%, la valeur sera de 0,5. La période de présence dans l'année, ça va être donc calculé en fonction du nombre de jours ou du nombre de mois accomplis dans l'année, et donc la valeur ne va pas dépasser 1. Si le salarié bénéficiaire a été absent durant l'année pour congé maladie, à ce moment-là, vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous pouvez le valoriser ou pas pour cette période d'absence. La règle, c'est si vous maintenez le salaire de ce salarié bénéficiaire et que vous en supportez la charge directement, à ce moment-là, vous allez le valoriser. En revanche, si c'est un organisme de prévoyance qui prend le relais, vous ne pourrez pas valoriser ce salarié bénéficiaire pour la période pendant laquelle il aura été absent. Ensuite, troisième facteur, c'est la validité de la reconnaissance. Si la reconnaissance administrative s'éteint dans l'année, vous allez faire un prorata. Si elle est acquise dans l'année
et que le salarié bénéficiaire est toujours dans l'entreprise au moment où elle est acquise, à ce moment-là, cette validité de la reconnaissance vaudra 1. C'est donc le produit de ces 3 facteurs qui va permettre d'afficher un nombre d'unités affectées à chacun des salariés bénéficiaires. Vous avez un visuel de la partie papier et un visuel de la télédéclaration. Et je vous le rappelle, dans la télédéclaration, vous allez donner les informations, par exemple, de date, et tout va se calculer automatiquement, ce qui sécurise les calculs pour vous et donc pour la totalité de votre liste de salariés bénéficiaires. Donc là, nous avons remis quelques petits exemples pour le calcul du temps de travail. Pour le temps de présence, avec la distinction, vous avez supporté ou pas le coût. Par exemple, les indemnités journalières de la sécurité sociale, bien vous n'en supportez pas le coût, vous allez donc les déduire et donc la valorisation qui va en résulter va résulter de ce calcul avec la part prise en charge par la sécurité sociale. Et enfin, un titre de reconnaissance, par exemple une RQTH, eh bien, si elle est valable toute l'année, on la compte pour 1, sinon on la proratise, et si elle arrive en cours d'année, eh bien, elle comptera pour 1 si le salarié est toujours présent. Il y a aussi une disposition qui, pour les renouvellements de reconnaissance, le renouvellement de RQTH, vous permet de faire une prorogation de 4 mois. Donc, si la demande de renouvellement a été déposée avant l'expiration de la RQTH, vous allez pouvoir prolonger la validité de la RQTH de 4 mois, le temps d'instruction par la MDPH du renouvellement. Donc, c'est une disposition qui permet d'éviter ces cas de rupture. Donc, nous avons détaillé à travers un exemple cette disposition qui résulte d'un décret de l'année dernière. Pour vous accompagner donc, dans la déclaration, donc un petit rappel, donc des déclarations rectificatives possibles jusqu'au 1er mars en télédéclaration. Au-delà, c'est de la déclaration rectificative papier. Pour les années antérieures, c'est possible, mais c'est de la déclaration papier là aussi. Vous pouvez télécharger les CERFA des années antérieures sur notre site. Lorsque vous adressez votre déclaration rectificative, merci d'adresser l'ensemble des pièces justificatives pour que nous puissions effectuer le contrôle complet de cette modification. Et par ailleurs, sur nos pages dédiées, pour lesquelles nous vous donnons les redirections, vous trouverez donc les CERFA, le questions-réponses, l'outil de simulation de la contribution 2019 et toute une autre série d'informations. Vous pouvez aussi nous contacter sur la boîte mail doth@agfi.so.fr et nous vous répondons dans les plus brefs délais. Vous avez aussi un formulaire contact sur le site internet de la GFIP qui vous permet aussi de poser vos questions. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0800 11 10 09. En fonction de la question posée, vous avez une réponse immédiate de premier niveau ou vous basculez éventuellement vers notre équipe du département gestion des déclarations des entreprises pour une question qui nécessite une vision directe sur notre base de gestion. Enfin, même si nous n'abordons pas la question de la déclaration 2020 ici, nous vous rappelons que vous avez là aussi sur notre site internet un certain nombre d'outils pour vous permettre de bien vous approprier la réforme de l'obligation d'emploi, un simulateur, des vidéos, ainsi qu'une boîte contact dédiée réforme oeth@agfi.so.fr. Je vous rappelle que vous trouverez donc l'ensemble de ces diapos vous seront ensuite envoyés sur votre boîte mail afin que vous puissiez les reparcourir. Et donc les cliquer ici, normalement sur le PDF, vous pourrez tout à fait les cliquer et donc ça vous amènera, ça vous orientera vers le site. Donc on va on va passer aux questions-réponses que vous nous avez posées dans le cadre des questions-réponses sur la partie QR. Du coup, c'est un exercice un peu frustrant parce qu'on va pas, on a un quart d'heure pour répondre à un maximum de questions. Claudia essaie de répondre à certaines par écrit. Dans tous les cas, c'est des questions que vous n'aurez pas eues. Donc, vous pouvez trouver des réponses dans les espaces que Catherine vous a précisés, mais aussi on essayera au maximum de vous répondre par mail à vos questions.
Alors là, je vois qu'il y a une première question sur les prestataires qui sont présents sur un site, prestataires de ménage, prestataires de sécurité. Doit-on prendre en compte leur effectif présent au 31 décembre? Si ce sont des prestataires qui sont sur un site et donc qui opèrent un certain nombre de prestations pour le compte de l'entreprise, attention, il va s'agir d'un contrat un contrat de prestation entre vous et une entreprise qui est spécialisée, et donc il ne s'agit pas forcément d'une mise à disposition. Donc vous devez bien vous référer aux différentes dispositions qui couvrent les prestations qu'accomplissent ces personnes, et généralement il s'agit bien de contrats de prestation. Ce ne sont pas des salariés qui sont mis à disposition, ils restent salariés de l'entreprise qui les délègue chez vous pour effectuer des opérations, et donc ils ne doivent pas être inclus dans l'effectif d'assujettissement s'il s'agit bien d'un contrat de prestation. C'est un contrat commercial avec une rémunération associée pour les prestations qu'ils accomplissent. Et de même, si ces personnes sont salariés bénéficiaires par ailleurs, eh bien c'est leur employeur qui va les valoriser dans sa DOTH, et ça, ils ne vont pas être valorisés chez vous puisqu'il s'agit d'un contrat de prestation et non pas d'une mise à disposition. Alors, un salarié CIFRE doit-il être pris en compte dans le calcul de l'effectif d'assujettissement? Donc CIFRE, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une convention de partenariat entre un laboratoire de recherche, une entreprise et un doctorant, une personne qui réalise une étude pour être docteur dans une discipline. Donc ça s'appelle une CIFRE, une convention, les IFRE, je ne sais plus, mais en tout cas c'est une convention spécifique. Oui, alors là, on va être dans le cas donc, du coup de salariés qui doivent être exclus de l'effectif d'assujettissement parce que du coup, alternants, stagiaires, apprentissage, etc., contrat aidé, etc. Donc, on va les exclure de l'effectif d'assujettissement. Alors, une autre question. Lorsque sur la déclaration, il y a cumul RQTH et invalidité, cela fait toujours U1 en unité bénéficiaire? Oui, quel que soit le nombre de reconnaissances, certains salariés bénéficiaires peuvent avoir 2, 3 reconnaissances. Quel que soit le nombre de reconnaissances, la valeur affectée ne peut pas être supérieure à 1. Donc, vous allez privilégier à ce moment-là la reconnaissance qui a la durée de validité la plus longue et qui couvre donc du coup le maximum de la période par rapport à la déclaration 2019. Et il n'y aura, ça ne changera pas, le fait d'en avoir plusieurs ne changera pas la valorisation associée. Une autre question. Les contrats de mise à disposition ne comptent que s'ils ont été présents 12 mois. Il n'y a pas de prorata temporis. Non, il n'y a pas de. Non, c'est bien, comme nous l'avons précisé, du coup, être présent au moins 1 an et au 31 décembre. Ok. Je crois reconnaître ce nom. Un salarié en arrêt maladie, par exemple, est-il comptabilisé dans le calcul effectif assujettissement si l'entreprise a la subrogation et paie le salaire? Alors, si vous supportez, donc je reviens sur cette partie-là, si votre entreprise supporte directement la charge du maintien de salaire, à ce moment-là, vous allez le valoriser pour la totalité de la période d'absence, puisque vous supportez directement ce coût. Dès lors qu'un organisme de prévoyance prend le relais, à ce moment-là, vous ne devez plus valoriser ce salarié bénéficiaire. Alors, bonjour, si un salarié a déposé sa demande de RQTH pour la première fois en décembre 2019, pouvons-nous l'intégrer à nos effectifs RQTH dès janvier 2020 ou devons-nous attendre la notification de la MDPH? Alors, pour une première demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous devez attendre bien sûr que votre salarié vous transmette copie de ce titre. Tant que la demande n'a pas été instruite par la MDPH, il n'y a pas l'assurance que la RQTH va être délivrée. Donc, il faut attendre que la décision de la MDPH puisse être produite. Et en cas de renouvellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette possibilité de proroger de 4 mois la validité de la reconnaissance dès lors que la demande de renouvellement a été déposée avant la fin de validité de la RQTH. Alors, qu'est-ce qu'un travailleur mis à disposition? Alors, un travailleur mis à disposition, c'est un travailleur c'est un salarié qui va être, comment dire,
avoir un contrat va être établi entre lui et l'entreprise d'accueil, avec des dispositions particulières pour la durée de la mise à disposition. Donc, il va avoir des conditions identiques à celles des autres salariés, et donc il est mis à disposition pour un temps défini par l'entreprise d'origine, mais avec établissement d'un contrat précis qui va régir les conditions d'exercice pendant la durée de mise à disposition. Donc il ne s'agit pas d'un prestataire de service qui va venir effectuer une mission particulière dans l'entreprise, mais qui reste salarié de son entreprise d'origine. Et c'est souvent le cas donc, pour entreprises adaptées, et alors les ADAT, c'est quand même beaucoup moins oui, le cas. Donc, et bien sûr, à bien distinguer des mises à disposition de travailleurs handicapés qui, eux aussi, peuvent venir effectuer des prestations particulières dans votre entreprise, mais qui, elles, vont être valorisées dans le cadre des contrats de mise à disposition avec la modalité sous-traitance. Donc, quand vous avez des relations avec le secteur protégé adapté, soit ces établissements qui emploient eux-mêmes des personnes handicapées vont effectuer une prestation pour vous, par exemple entretien, espace vert, blanchisserie, etc., soit vont vous mettre à disposition des travailleurs handicapés pour venir effectuer précisément dans vos locaux une prestation. Ils vous factureront pour ces modalités, et vous aurez à ce moment-là la possibilité de cocher sur votre télédéclaration contrat de prestation de service ou mise à disposition de travailleurs handicapés. Et la formule de valorisation ne sera pas la même. J'insiste aussi sur le fait, puisqu'on parle du secteur protégé et adapté, pour bien mettre en valeur le fait que les unités qui vont résulter de ces contrats sont uniquement la main-d'œuvre. Donc, quand l'entreprise adaptée ou les AD va vous facturer, vous allez avoir un montant total hors taxe, des déductions et un montant total après déduction. C'est ce montant total après déduction qui va être converti en unités et non pas le montant total hors taxe. C'est normal puisque c'est la main-d'œuvre qu'on cherche à valoriser. Alors, nous sommes une association. Nous avons fait une fusion-absorption en septembre 2019 des associations départementaux, 98 associations. Nous n'étions pas assujettis car en dessous des 20 salariés. Par contre, depuis le 1er septembre, suite à la fusion-absorption, nous sommes 130 salariés. Est-ce que nous sommes assujettis pour l'année 2019 ? Suite à cette fusion, nous avons 98 établissements. Est-ce que l'on doit faire 98 déclarations ou une déclaration par le national ? Alors, au 31 décembre, du coup, il faudra quand même qu'on vous refasse une réponse bien personnalisée. Mais sur le principe, c'est la situation de la déclaration s'apprécie au 31 décembre. Donc, au 31 décembre, tous ces établissements qui n'étaient pas assujettis deviennent un seul établissement, si je comprends bien, mais il faudra qu'on se refasse préciser bien les choses. Et à ce moment-là, c'est l'établissement qui en résulte, qui résulte de cette fusion, qui va faire sa télédéclaration. Dans la mesure où il n'y avait pas d'assujettissement avant, puisqu'en dessous de 20 salariés, là, il va y avoir période d'exonération du coup qui va s'appliquer, puisque non-assujettissement avant. Mais on vous fera une réponse bien personnalisée, puisque je vois qu'il y a plusieurs sous-questions, de manière à ce que vous ayez bien une réponse personnalisée. On a vos adresses mail suite à votre inscription, donc on saura vous retrouver pour pouvoir vous répondre directement. Alors, les bénéficiaires de l'invalidité. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, on va essayer de faire un maximum. Et sinon, encore une fois, on fera une réponse écrite par mail. Les bénéficiaires de l'invalidité première catégorie et deuxième catégorie sont-ils bénéficiaires de la loi de 2005 ? Oui, tout à fait, ils sont bien bénéficiaires et donc du coup figurent bien sur votre déclaration, et il y a une coche qui vous pose la question de savoir dans quelle catégorie effectivement ils sont. C'est une précision que vous devez apporter au moment où vous déclarez vos salariés bénéficiaires. Alors, pour rebondir, il y a une question qui est proche. Nous avons des salariés qui ont uniquement une capacité de 10%. Devons-nous les prendre en compte dans je pense, les bénéficiaires ? Tout à fait. Donc oui, s'ils sont 10% et plus. Voilà, tout à fait. C'est le minimum, c'est bien 10%. Donc si nous faisons un maintien de salaire
arrêt maladie, congé maternité, le salarié comptera pour un ou doit-on faire un prorata? Alors, donc, si vous maintenez le salaire directement, vous allez valoriser le salarié pour la période d'absence. En revanche, les indemnités journalières de la sécurité sociale que vous ne supportez pas, puisque c'est la sécurité sociale qui les verse, vous devez déduire cette quote-part. Pouvez-vous rappeler les règles régissant les minorations? Alors, les minorations, donc les minorations attachées aux salariés bénéficiaires. Donc, il existe une minoration pour âge, moins de 26 ans, 50 ans et plus, donc qui vaut 0,5. Ensuite, vous avez la minoration attachée à la reconnaissance de lourdeur du handicap, reconnaissance de lourdeur du handicap traitée, gérée par la GFIP. Donc, vous avez deux possibilités. Quand la reconnaissance de lourdeur du handicap a été accordée par la GFIP, soit vous avez la possibilité d'opter pour l'aide à l'emploi, et à ce moment-là, vous allez percevoir une indemnité compensatrice pour cela, soit opter pour la minoration dans le cadre de la déclaration d'obligation d'emploi. Ce ne sont pas les deux dispositions en même temps, c'est l'une ou l'autre. Donc c'est la seconde minoration possible. Ensuite, il existe une minoration chômeur longue durée. Donc vous recrutez un salarié bénéficiaire qui était chômeur longue durée, donc inscrit chez Pôle emploi depuis 1 an et plus. À ce moment-là, vous allez pouvoir le valoriser dans votre déclaration avec un coefficient supplémentaire qui va vous permettre d'avoir une contribution moindre si jamais vous avez une contribution à payer. Et puis, une minoration aussi qui peut s'appliquer si vous recrutez un salarié qui sort du secteur protégé ou adapté. Et donc, vous allez pouvoir à ce moment-là avoir une minoration associée pour ce salarié que vous recrutez à la sortie du milieu protégé adapté. Alors, on va faire deux dernières questions. Donc, là, il y en a deux qui sont similaires sur la RQTH et une sur les dépenses déductibles. Donc, si un salarié RQTH est parti en cours d'année, compte-t-il pour une unité ou doit-il être proratisé? Et une question un peu similaire en dessous, si la demande de renouvellement RQTH a été faite après la date. Voilà, ces deux questions. On va d'abord la première. Pour la première, donc votre salarié bénéficiaire, il a une RQTH qui est valable toute l'année, mais lui, il est parti, par exemple, le 30 juin. Donc, pour son temps de travail, s'il a un temps de travail supérieur ou égal à 50%, il va compter pour 1, sinon 0,5. Ensuite, s'il est parti, par exemple, le 30 juin, donc pour le temps de présence, vous allez valoriser 6/12, donc 0,5. Et enfin, pour la partie reconnaissance, comme la reconnaissance est valable toute l'année, vous allez compter pour 1. Du coup, 1 fois 0,5 fois 1, ça va vous faire une valorisation au total de 0,5 pour ce salarié bénéficiaire. Alors, et si la demande de renouvellement RQTH a été faite après la date de fin de la précédente, le salarié n'est donc pas comptabilisé sur l'année ou au prorata. Oui, si la demande de renouvellement est intervenue postérieurement à la date de fin de la RQTH, à ce moment-là, la prorogation des 4 mois n'est pas valable. Donc, vous devez valoriser le salarié bénéficiaire au moment où vous établissez votre déclaration avec les éléments que vous avez en possession. Donc, si la RQTH s'éteint dans l'année, vous allez la proratiser. Et si le renouvellement, bien qu'ayant été déposé postérieurement à la date de fin de la RQTH, donne lieu à un renouvellement par la MDPH, à ce moment-là, quand vous aurez connaissance de l'information de renouvellement, vous pourrez faire une déclaration rectificative pour venir compléter, suite au renouvellement, votre déclaration. Alors, et dernière question qu'on va prendre aujourd'hui. Les frais engagés dans les conférences de sensibilisation du handicap peuvent-ils venir en déduction de nos obligations? Alors, ce sont des frais qui peuvent être valorisés au titre des dépenses déductibles. Donc, les dépenses déductibles qui sont au nombre de 13. Nous avons sur notre site internet un document d'aide aux dépenses déductibles qui peut déjà vous permettre de vous éclairer. Et puis, si vraiment vous avez une question complémentaire, à ce moment-là, vous pouvez nous l'adresser sur la boîte DOTH et on vous fera une réponse écrite. Oui, donc ces frais
correspondent du coup à de l'information, de la sensibilisation, peuvent être valorisés au titre des dépenses déductibles, dès lors que déjà ils sont destinés à l'ensemble des salariés et non pas à une catégorie d'entre eux. Hein. Par exemple, si vous vous adressez uniquement aux managers, du coup vous n'êtes pas dans l'esprit de cet alinéa et donc vous ne devez pas valoriser cette dépense effectuée. Et par ailleurs, il faut que cette dépense aussi s'inscrive dans le cadre d'une embauche effective ou à venir, ou du maintien de salariés handicapés au sein de votre entreprise. Donc, vous avez par exemple un projet qui vise à intégrer un salarié bénéficiaire. Donc, vous êtes dans un processus actif de recherche, de recrutement. Peut-être que celui-ci n'aboutira pas, mais vous êtes quand même dans ce processus de recherche actif. À ce moment-là, vous rentrez bien dans le cadre de cet alinéa et vous pourrez valoriser cette dépense au titre des dépenses déductibles qui sont limitées à 10% du montant de la contribution due et qui sont à valoriser sur la base du montant TTC. Merci Catherine. Merci à vous tous. Merci Claudia. Alors, pour information, donc, merci de votre participation. Donc, il y a le support que nous allons vous transmettre par voie email. Vous pourrez retrouver un des enregistrements d'une des deux sessions, c'était la deuxième session, sur la chaîne YouTube, mais on vous informera aussi dans le mail où retrouver cette séance de webinaire. Après, il y a eu des questions aussi sur est-ce qu'il y aura des webinaires sur la réforme ETH? Oui, il y en a qui sont prévus, mais on n'a pas encore les dates, mais vous serez informés, bien évidemment. Et je me permets donc de rappeler cet événement, donc l'Université des réseaux des référents handicap, le 17 et 18 mars. Pour en savoir plus, parce qu'il y a des questions sur à quelle heure ça débute et autres, je vous invite à aller visiter le site, vous y inscrire, vous aurez, vous avez comment ça s'appelle, les dates et les horaires qui seront disponibles à partir du 28 janvier, puisque le 28 janvier, il y a la soirée de lancement officielle de l'université, qui est donc le moment où on va vraiment diffuser au plus large dessus. Donc, le programme sera disponible. A priori, ça commence à 10h, mais les premières conférences commencent à 10h. Et après, la soirée commence à 20h. Donc, voilà, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous verrez, il y aura plusieurs possibilités d'inscription. En tout cas, je vous remercie de votre participation. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de ne pas avoir pu vous exprimer plus. En tout cas, nous, c'était un plaisir de pouvoir vous répondre. Et puis, on se retrouve une prochaine fois dans un autre webinaire pour un autre sujet. Merci et bonne journée. Au revoir.